25 ans après la fin de la guerre froide, nous voilà bien obligés d'ouvrir les yeux. L'Europe est à nouveau confrontée à de nouvelles tensions, souvent perçues comme des menaces, qui n'existaient pas, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Eh bien, ce sont ces tensions que je voudrais tenter d'identifier, de localiser, pour faire plusieurs constats et poser un certain nombre de questions, à défaut de pouvoir moi-même apporter les réponses. Voici, en 1957, une carte des 6 États fondateurs de l'Europe communautaire, lorsqu'ils se rassemblent pour créer un marché commun. 60 ans plus tard, cet ensemble est devenu une Union européenne, un ensemble géopolitique à 28 États, qui tous ont une localisation géographique différente. Mais de différentes, plus encore que la géographie, il y a les histoires. 28 pays, ce sont autant de nations, donc autant d'histoires différentes. Et pourtant, tous ont su trouver suffisamment de points communs, de valeurs communes, ou au moins d'intérêts communs, pour converger vers un certain nombre d'institutions communes. Sauf que l'appartenance à cette union n'entraîne pas pour autant d'évaluation convergente de ce que peut être une tension, une insécurité, une menace, ou ne serait-ce que leur perception. Car là, à nouveau, l'histoire et la géographie pèsent de tout leur poids. Et quand on regarde les périphéries de cet ensemble géopolitique de l'Union européenne, on constate aujourd'hui au moins 4 zones de tension. La Syrie et l'Irak, la Libye, le Mali, l'Ukraine. Eh bien, ces 4 zones de tension se trouvent à environ 4 heures de vol de Bruxelles. La première zone de tension est liée à la déstabilisation de plusieurs États au Moyen-Orient. En Syrie, d'abord, dès le début des printemps arabes en 2011, les manifestations pacifiques sont réprimées par un régime qui fait tirer sur son peuple plutôt que de risquer de perdre le pouvoir. La Syrie est donc un pays en guerre, avec d'un côté le régime de Bachar el-Assad face à l'armée syrienne libre d'une part, des groupes djihadistes d'autre part, comme le Front al-Nosra et l'État islamique. On voit sur cette carte de la Syrie et de l'Irak l'implantation de cette nébuleuse radicale qui s'est autonommée État islamique, alors qu'elle n'a rien d'un État et rien d'islamique, Daesh, comme on dit de façon méprisante en arabe. Cette guérilla très mouvante sur le terrain a 2 particularités. Contrairement à Al-Qaïda qui a des bases fixes mais pas de territoire, Daesh s'implante, veut le pouvoir et le contrôle des populations. Deuxième particularité, ces implantations de Daesh sont à cheval sur la Syrie et l'Irak. Elles font donc sauter cette frontière dont le tracé date de la conférence de San Remo de 1920. Et puis Daesh a un effet d'attraction sur des jeunes Européens qui partent soutenir les djihadistes se battre contre le régime de Damas. Or, les liens de ces jeunes Européens avec Daesh posent évidemment des problèmes de sécurité intérieure lorsqu'ils rentrent en Europe. Les attentats contre le musée juif de Bruxelles le 24 mai 2014 ou contre l'hypercachère de la porte de Vincennes à Saint-Mandé le 9 janvier 2015 ou la cyberattaque contre TV5 Monde le 8 avril 2015 étaient tous revendiqués par des acteurs qui se réclamaient de Daesh. L'attentat de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015 à Paris ayant été revendiqué par Al-Qaïda. Deuxième tension aux portes de l'Union européenne, la déstabilisation de la Libye. Elle engendre des flux des migrants qui eux aussi veulent fuir la guerre civile de leur pays, ce qui, avec la Syrie, exerce bien logiquement une pression migratoire sur l'Union européenne. On voit ici les frontières de Schengen, aux portes desquelles des milliers de migrants en provenance notamment de Libye, d'Érythrée, de la Corne de l'Afrique, d'Afrique de l'Ouest, se noient chaque année, voulant entrer dans l'Union à la recherche de plus de sécurité. Alors les questions posées à l'Union européenne sont multiples. Humaines, bien évidemment, sécuritaires, financières, démographiques, politiques. Faut-il accueillir? Mais alors comment accueillir? Quel type de lutte contre les passeurs? Quelle politique de prévention? En stabilisant les États concernés, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais également en admettant que les États de l'Union ont besoin de migration, tant pour leurs économies que pour leur démographie. Mais cela, quel responsable politique aurait le courage de l'affirmer publiquement? Alors c'est tout de même un petit peu facile de critiquer l'Europe, c'est-à-dire Bruxelles, c'est-à-dire la Commission,
qui fait des propositions novatrices, et ce sont souvent les États eux-mêmes qui rejettent les solutions proposées. Troisième tension aux portes de l'Union européenne, la zone sahélienne. Voici la zone Touareg, ces peuples nomades à cheval sur plusieurs États africains. Une zone de confrontation est apparue entre l'État central malien et un groupe de Touaregs qui fait sécession pour former l'Azawad en 2012. Or, ces Touaregs sont ensuite dépassés sur le terrain par des islamistes Touaregs et des djihadistes. En 2013, la France décide de soutenir militairement Bamako en lançant l'opération Serval. L'objectif est d'éviter l'expansion d'un terrorisme sahélien et la fragmentation des territoires ouest-africain. L'opération Barkhane lui succède en août 2014, elle s'étend alors sur 5 pays, et l'objectif porte sur les intérêts de sécurité de la France, mais tout autant sur ses intérêts liés à l'uranium en exploitation au Niger. Sauf que cette lutte antiterroriste bénéficie aussi aux autres États de l'Union européenne. Dit autrement, la déstabilisation de la zone sahélienne concerne le sud de l'Union européenne, l'Espagne, le Portugal, et pas seulement la France. De même que la pression migratoire en Méditerranée concerne l'Union européenne, et pas seulement l'Italie. Lampedusa est-elle une île italienne ou une île européenne? Allons maintenant vers l'est de l'Europe, où l'on trouve notre quatrième tension sur une autre frontière de l'Union européenne. Depuis fin 2013, et dès que l'Ukraine décide de ne pas passer un accord d'association avec Bruxelles, on constate une réapparition des confrontations politiques, puis militaires, dans le pays. La Crimée, territoire ukrainien, passe sous souveraineté russe. Les régions où vivent des individus russophones dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, c'est-à-dire les oblasts de Donetsk et Louhansk, entrent en résistance contre le pouvoir central ukrainien de Kiev. On voit ici, dans le Donbass, les territoires tenus par les séparatistes en mai 2015. À partir de ces faits, on rencontre deux analyses opposées. Soit on est crédule et on pense qu'il n'y a pas de soldats russes dans l'est de l'Ukraine, de même que le référendum décidant l'association de la Crimée à la Russie n'est pas une manipulation, soit on pense que la Russie calcule pour récupérer du territoire selon la logique ethno-linguistique. Selon cette logique, tout territoire russophone est russe potentiellement. Donc, à l'est de l'Ukraine, on assiste ainsi au retour d'une forme de guerre, somme toute classique, dans un pays lui-même frontalier de plusieurs États membres de l'Union européenne, à savoir la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie. Donc, face à cette forte tension sur l'est de l'Union européenne, d'abord faut-il faire la guerre pour faire respecter l'intégrité territoriale d'un État européen, en sachant que Moscou ne comprend que la force. Sauf que de toute façon, personne ne veut plus faire la guerre en Europe. Donc, faut-il renforcer encore les sanctions économiques, mieux armer l'Ukraine, ou avant toute chose, privilégier au contraire les relations avec Moscou? Il y a de ce fait une autre région de l'Union vivement préoccupée par la logique russe, ce sont les États baltes, car chacune de ces trois républiques abrite des minorités russes vivant, comme en Ukraine, en contiguïté avec la frontière russe. 6% de la population en Lituanie, 26% en Lettonie, 25% en Estonie. Dès lors, certains à Riga ou Tallinn peuvent voir en ces Russes baltes une sorte de cinquième colonne de Moscou, pouvant, comme en Ukraine, devenir une force de déstabilisation du pays. Et cette guerre à l'est de l'Ukraine est visiblement perçue par certains États membres de l'Union européenne comme une menace, car on constate que depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, la Lituanie et la Lettonie ont décidé de doubler leur budget de défense pour atteindre 2% de leur PIB en 2020, niveau déjà atteint par l'Estonie. Et de plus, la Lituanie a décidé de rétablir la conscription. Deuxième preuve qu'il y a perception de la menace, les manœuvres de l'OTAN se sont multipliées depuis le début de la guerre en Ukraine. L'opération Atlantic Resolve a débuté en avril 2014 en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, et elle a été étendue à la Roumanie et à la Bulgarie depuis mars 2015. Et de fait, une attaque russe contre ces États appellerait une réponse des pays de l'OTAN conformément à l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Mais s'il n'y a pas d'attaque avec la technique de la guerre hybride,
car une guerre hybride consiste à ne jamais entraîner de choc militaire frontal. Elle mêle fait accompli, présence de milices, déni de toute présence de soldats, propagande par les télévisions, les réseaux, les faux référendums, trouver des relais en Europe de l'Ouest, chez les partis d'extrême gauche et d'extrême droite, gagner du temps par des rencontres diplomatiques où l'on fait semblant de céder, puis regagner ensuite du terrain en grignotant. Ainsi, la guerre hybride vient brouiller les frontières, c'est le cas de le dire, et empêche de faire jouer l'article 5 de l'OTAN. Donc si je résume, Syrie, Irak, Libye, Sahel, pression interne terroriste, pression migratoire, pression militaire de la Russie sur l'Est, voilà donc ainsi résumé les principaux lieux et facteurs des tensions qui pèsent aujourd'hui sur l'Union européenne. Alors on voit bien comment la diversité des situations géographiques, des trajectoires historiques, le caractère nouveau et diversifié de ces tensions rendent difficile une analyse convergente des menaces. Donc, pas d'analyse commune et à partir de là, pas d'outils, de moyens de défense communs. Alors pourquoi ? Par éloignement géographique de la tension, par cécité, par paresse nationale, parce que les États membres de l'Union empêchent l'Union de fonctionner, le secteur de la défense restant un domaine régalien. En tout cas, l'émergence récente de ces tensions à nos portes font apparaître plusieurs manques, et il est clair avec cette synthèse que j'ai tentée aujourd'hui que la formation d'une Europe de la défense progresse bien trop lentement. Vous pouvez lire utilement L'état de l'Union en 2015, c'est le rapport de la Fondation Schuman sur l'Europe.